Bonjour tout le monde. Ce soir, mon invité, M. Martin Villot, paramédic de formation, maintenant à la retraite de ce métier-là. Salut Martin, comment ça va? Salut Dom, ça va toi? Ça va super bien, merci. Merci d'ailleurs de m'accorder du temps pour cette entrevue-là. J'apprécie énormément. Ça fait plaisir. On commence. Comment, en 2008, un gars qui a une année d'études universitaires en sciences politiques peut se retrouver à être paramédic? C'est une bonne question. Je me le demande encore des fois comment j'ai fait ce trajet-là. Écoute, j'aimais ce que j'apprenais à l'université. Tu sais, côté théorie, je suis un gars qui aime apprendre, je suis un gars qui aime lire. Je brague pas avec mes dictionnaires en arrière, là. C'est pas pour faire le show. Tu sais, j'étudie, je suis retourné aux études en traduction. Je suis un petit peu reconnecté avec ça, mais à ce moment-là, je trouvais ça long. Je me demandais où est-ce que ça allait mener. Tu sais, un bac, après ça, je vais faire quoi de maîtrise? Je vais accumuler des dettes. Je vais être rendu où? Fin vingtaine. J'avais envie d'action. Je suis un gars d'action. Tu sais, je suis un gars qui joue au football. Je suis un gars qui aime, tu sais, qui aime quand ça bouge, qui aime l'adrénaline. Fait que j'ai regardé sur Internet, j'ai regardé les métiers qu'on pouvait apprendre assez rapidement. Puis les métiers d'urgence, là, ça m'avait jamais traversé la tête. Que ce soit police, pompier, paramédic. J'avais jamais pensé à ça au secondaire. Okay. Puis je suis tombé là-dessus sur Internet. Il se donnait sous forme d'AEC à l'époque, fait que c'était ultra condensé parce qu'il y avait une grosse pénurie. Puis on s'en est pas sorti, c'est encore la même affaire. Là. Mais AEC de 10 mois. L'AEC en technique policière venait de se terminer. Il était fermé, ils avaient réussi à combler leur pénurie. Ça m'aurait peut-être intéressé, je n'étais pas certain, mais soit ambulancier, je connaissais fuck all. Écoute, je savais même pas comment prendre une pression, j'avais à peu près aucune base médicale. J'ai lu la description de tâche, ça m'intéressait. Je me suis inscrit, fait les tests physiques, ça a marché. Je n'ai parlé à un de mes amis avec qui je travaillais. Il a eu le même processus que moi. Il était à l'université, il se demandait qu'est-ce que je vais faire avec mes diplômes. Le lendemain, il me disait, écoute, je n'ai parlé à ma famille, je vais avec toi. Fait que les deux, on est arrivés du champ gauche. Aucune expérience là-dedans. C'était pas dans nos plans de vie. On a clenché la matière, 10 mois. Les deux, on est sortis en 2009. On a eu des chemins différents, malheureusement. On n'a jamais pu travailler ensemble sur la route. Mais lui, il est encore dans le domaine. C'est un formateur, travaille à Montréal, un super bon Jack que je salue d'ailleurs, Mathieu. Mais moi, mettons que les embranchements ont été un petit peu plus spéciaux. Dans ton livre, qu'on va montrer d'ailleurs, donne-moi 2 petites secondes, parce que Martin a écrit un livre, Un dernier tour d'ambulance, récit d'un paramédic, que je vous conseille d'acheter soit papier, ou moi qui étais trop large pour le lire, je l'ai acheté en audiobook. C'est bien correct. Tu fais mention dans ton livre que déjà en 2008, on vient de le dire, il y avait un besoin criant de paramédic. Puis là, encore en 2024, selon ce que j'ai pu voir dans un reportage de JE, en février dernier, ça ne s'est pas amélioré. Pas du tout. C'est quoi le problème? C'est un problème qui est systémique, puis c'est un problème qu'on dirait que personne ne veut s'attarder à régler. Il y a plusieurs choses. Premièrement, on va y aller avec ça, tu sais, la paye. La paye, les gens sont toujours surpris quand on leur dit c'est combien qu'on fait, combien de temps ça nous prend aussi à atteindre le top échelon. Moi, quand j'ai commencé en 2009, 17 piastres de l'heure. Là, les jeunes qui commencent 15 ans plus tard, 24 piastres de l'heure, avec l'augmentation du coût de la vie, avec tout ce qui a explosé dernièrement, avec les responsabilités qui vont avec la job. T'sais, on va se le dire crûment, qui est prêt à aller décrocher des pendus et à l'annoncer à leur famille pour 24 piastres de l'heure? C'est aussi simple que ça. Pas grand monde. Ça prend 12 ans avant d'atteindre le top échelon, qui est 39 piastres de l'heure. Tu sais, les gars rentrent en usine, faire de la mécanique, ils commencent à 40, 45. 12 ans, c'est au-dessus de 20 000 heures d'exposition. C'est sûr que tu vas pas juste pogner des pendus, mais tu vas en pogner. Tu vas voir n'importe quoi, tu vas voir la misère humaine, tu vas voir les pires côtés de l'humanité. Tu es là pour aider, mais tu vas tout voir, tu vas tout vivre, tu vas tout subir, tu vas tout entendre, tu vas tout sentir.
Fait que ça, c'est la job. Déjà là, elle n'est pas très valorisée. Tu sais, c'est pas vrai que les gens font ça parce que c'est une vocation. Ça, j'y crois pas à ça. Puis on dirait que pendant longtemps, les gestionnaires, les gouvernements se sont lavés les mains avec les métiers du domaine public. Tu sais, surtout la santé, surtout l'éducation, en se disant, ben, c'est des domaines où il y a beaucoup de femmes, first. Puis deuxièmement, en se disant, c'est une vocation, ils vont le faire parce qu'ils aiment ça. Fait qu'on a pourtant besoin de les payer. Ils font pas ça pour l'argent. Tu sais, c'est une balance à un moment donné. T'as beau aimer ça, mais on demande beaucoup de toi, autant au niveau psychologique, autant au niveau physique. C'est très dur. Ça va scraper ton rythme circadien. Tu vas travailler jour, soir, nuit dans les premières années. Tu vas te revirer sur un dixaine. Tu vas avoir des problèmes de santé qui vont sortir de ça. Pour 24$ de l'heure. C'est pas assez payé. Fait qu'on commence avec ça. Puis les conditions sont empirées dans les dernières années. Écoute, c'est rendu épouvantable. Les gens, moi, quand je suis parti, c'est une des choses avec laquelle j'avais le plus de misère. C'était de travailler 12, 13, 14 heures. On pouvait travailler jusqu'à 16 heures sans avoir une période de repos. Qui est capable de fonctionner, de penser en urgence, de conduire en urgence, de soigner des gens, de faire tout ce que ça implique, sans que tu aies eu même pas une heure, que tu aies eu 15 minutes pour t'asseoir, puis cool down, puis manger autre chose qu'une petite bâtonne ou du beef jerk que tu as acheté au dépanneur, puis de caler un Gatorade. Pour moi, que ça l'arrive une fois par année, c'est tel que tel. Que ça l'arrive à tous les 2 quarts de travail, je me voyais pas subir ça encore 20 ans. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont là depuis longtemps, puis qui ont vu ça empirer, puis ils n'ont pas de solution parce qu'à un moment donné, tu as une famille, tu as 40 ans, tu as 45, c'est dur de se réorienter. Mais il y en a qui le font quand même, c'est mon cas. Puis il y a des jeunes qui arrivent, puis rapidement, ils frappent un mur. Ouais. C'est pas vraiment ce qu'on leur dit à l'école. Là. Les conditions de travail, c'est touché, comment que les employeurs vont te traiter, la paye. C'est pas glorieux. Fait que c'est pas ce qui est mis de l'avant à l'école. Les jeunes arrivent, ils frappent un mur, ils disent, voyons, qu'est-ce que c'est ça? On leur demande d'être sur appel à temps plein. Ça veut dire que tu peux pas boire parce que tu peux te faire appeler. Il faut que tu te déplaces, tu vas te faire donner un quart de travail dans 1h30. Tu as 0 comme compensation. 0. Fait que pendant ton mois. Pas une prime de disponibilité 24/7. Tu es disponible 24/7, on te donne 0. À la fin du mois, tu vas regarder ta paye, elle est à moins 350 parce qu'il fallait que tu payes tes assurances collectives. Fait que comment tu veux, dans des conditions comme ça, que ça aille bien, puis de garder ton personnel? On se vante qu'on embauche, là, les écoles, on sort peut-être un petit peu plus d'étudiants qu'avant, mais c'est pas assez parce que c'est une hémorragie. Tu sais, si ta piscine, elle coule, là, t'as beau mettre la hausse dedans pour la remplir, elle va continuer de couler, je te le dis tout de suite. Ouais. C'est exactement ça qui arrive. Fait qu'on promet mer et monde aux jeunes qui sortent de l'école, on leur déroule le tapis rouge, ils arrivent sur la route, puis après ça, mais regarde, peu importe les compagnies, les coops, que ce soit gouvernementales, les OSBL, tu finis par être un numéro. Tu vas faire de l'over parce qu'il manque du monde, tu mangeras pas, tu vas rentrer, ou il y a des périodes mortes, tu vas attendre pendant un mois, tu n'auras pas une scène, tu n'auras pas de salaire, mais tu es disponible. Fait que les gens sont pas fous, là. Puis tu n'oublies pas que les jeunes, tout coûte tellement cher aujourd'hui c'est difficile d'avoir même un appartement. Les maisons, ça prend du temps. Fait que les jeunes sont chez leurs parents. Fait que les jeunes sortent de 3 ans d'école, ils font de l'ambulance, ils voient ça. Ils peuvent se permettre de retourner aux études parce qu'ils sont pas nécessairement dans la merde à côté avec un loyer et avec des grosses dépenses. Fait que c'est facile pour eux autres de se réorienter. Puis c'est ce qui se fait. Justement, on vient de parler des jeunes qui sortent du cégep. Mm-hmm. C'est quoi la moyenne, on va dire, ma phrase est très mal formulée, là, mais la durée de vie d'un nouveau paramédic avant qu'il fasse comme moi, je décroche, je suis plus capable, ça n'a pas de bon sens. Là. J'aimerais vraiment qu'il y ait une étude ou un questionnaire at large fait par peu importe qui, les syndicats, une page web qui soit capable d'aller chercher plusieurs centaines de paramédics ou d'anciens paramédics pour avoir une donnée là-dessus. Je ne sais pas si c'est une donnée qui existe.
Puis si elle n'existe pas, je te le dis tout de suite, il y a des raisons à ça, ils ne veulent pas le savoir. Parce que c'est très, très, très court. Moi, honnêtement, je serais surpris que 5 ans, plus que 5 ans, ça va devenir de plus en plus rare. Avant, on entendait dire que Montréal avait une durée de vie de entre 5 et 8 ans. Puis ça, c'est quand j'ai commencé il y a une quinzaine d'années. À cause que ça roulait beaucoup, puis que c'était le genre d'appel, puis tout ça, le volume. Mais c'est rendu comme ça quasiment partout. Fait que Montréal est plus à part. Tous les grands centres, même toutes les régions, manquent d'ambulances, manquent de ressources. Ils n'en rajoutent pas depuis des années. Fait que déjà que tu as une pénurie pour remplir les véhicules actuels, il en faudrait plus. Parce que la population vieillit, parce que la population augmente aussi, on l'a vu. Mais ça fait que tu as déjà du monde qui sont déjà étirés, l'élastique est déjà étiré. Ils n'ont pas le temps de manger, ils font de l'over, ils roulent, font des transferts, ils sont pas là, il y a des appels qui sortent, il y a des équipes qui viennent en backup des autres villes, là, il y a des appels dans les autres villes, il n'y a pas de troc. Fait que, tu sais, c'est un domino infini. Puis, écoute, on dirait qu'il n'y a pas de solution, mais moi, j'en suis à me dire que les gens qui sont en place veulent pas que ça change. Ils ont pas, ou ils comprennent pas. C'est un ou l'autre, mais il y a quelque chose qui fonctionne pas en quelque part. J'imagine que les nouveaux paramédics sont basés Montréal et c'est vraiment environ très proche, là, doivent rester encore moins longtemps que ceux qui sont en région. J'aurais tendance à dire oui. En même temps, je ne veux pas généraliser non plus parce qu'il y a des gens qui vont aimer l'ambulance qui roule, qui vont aimer l'action. Puis ça, je le comprends parce que pendant longtemps, moi, c'est ce qui me drivait, c'est ce que j'aimais. Fait qu'il y en a qui ne voudront pas vraiment aller en région parce qu'ils veulent aller à Montréal au début pour s'exposer. Mais ton usure, elle va arriver. C'est sûr qu'elle va arriver. Fait qu'après ça, tu fais quoi? Parce que tu as cumulé ton ancienneté à Montréal. Mais c'est pas transférable dans d'autres compagnies. Puis en région, mettons la SQ dans la police, tu peux te faire transférer dans un autre poste. Je connais pas leur façon de faire. Mais tu sais, tu vas pas arriver ailleurs avec zéro ancienneté. Tu sais, il y a des façons d'être transféré. Nous, le système, c'est des compagnies, des coops, des compagnies privées qui ont toutes leurs conventions, qui ont tous leurs employés. Fait que c'est ultra difficile. T'as pas de manœuvre, t'as pas de jeu. Si tu veux aller ailleurs, tu recommences à zéro. Tu sais, moi, j'ai accumulé 28 000 heures d'ancienneté. Où est-ce que je compagnie? Où est-ce que je travaillais dans la compagnie? Mais si je m'en vais ailleurs, je commence à zéro. Là. Je suis en bas, puis je vais recommencer à travailler de nuit, ramasser dernier chiffre, tout ça. Fait que c'est pas intéressant. Fait que la mobilité devient super difficile à cause de ça. Il faut le rappeler aussi que tout ce qui est ambulance au Québec, ça appartient pas au gouvernement. C'est tout du privé. Là. Il y a plusieurs compagnies privées. Là. C'est des sous-traitants. Oui. C'est des sous-traitants qui ont diverses formes, mais au final, ça finit par être la même chose. T'sais, ils ont toutes les mêmes. Ils donnent tous les mêmes soins. Il n'y a pas de différence là-dedans. Les conventions collectives sont grosso modo les mêmes avec des détails, mais les salaires sont les mêmes. Il n'y a pas de différence vraiment. Les soins, les protocoles, les procédures, c'est pas mal provincial. Mais la gestion se fait au travers des compagnies privées. Fait que tu as eux autres qui sont un entremetteur, qui font de la gestion. Et avec leur surplus, là, ils se font demander des comptes à rendre de plus en plus. Mais ils peuvent quand même bien se faire des structures d'opération grosses comme qu'ils veulent. Ils peuvent donner ça à leur chum. Ils peuvent, tant qu'ils rentrent dans le budget, dans le cadre que le gouvernement leur demande, ça va continuer à rouler comme que ça roule là. Fait que, il y en a qui n'ont pas intérêt à décrier les conditions des paramédics, ni les conditions du système, parce qu'ils sont financés puis ils rentrent dans le cadre. C'est très, 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 très profitable. Mais dans les derniers contrats, il y a des nouveaux barèmes qui ont été ajoutés. Du genre, tu sais, la CAQ, là, on les entend parler bien gros de performance dans tout depuis qu'ils sont là. Oui. Bon. Maintenant, il y a des critères de performance dans les compagnies ambulancières. Ça, la performance, ils ont plein de façons de les évaluer. Une de leurs façons préférées, c'est le temps à réponse. Le 8 à 10 minutes, puis des fois, ça prend plus. Là. Exact, qui est visé. Mais au-delà de ça, ce qu'ils veulent, c'est que les paramédics soient dans le camion puis se mettent en route, en direction de l'appel, en dedans d'1 minute.
À partir de plus que 60 secondes, ils peuvent avoir des pénalités financières. Ça peut être jusqu'à 15% du budget d'une compagnie, ces pénalités financières-là, c'est écrit dans leur contrat. Fait que prendre une compagnie qui a 50 millions de budget, elle peut se faire vers le haut, vers le bas, amputer ou ajouter 7,5 millions. C'est énorme. Mais ce stress-là, tu penses, c'est qui le vit? C'est pas les managers, c'est pas les boss, c'est pas les cadres. C'est le monde sur la route. Mm-hmm. C'est sûr que dans un monde idéal, tu aimerais ça pouvoir toujours te mettre en route le plus rapidement. Mais tu sais, des fois, je sais pas si je vais te l'apprendre, mais on chie puis on pisse, nous autres aussi. T'es pas sérieux. Ben oui. Puis des fois, on a faim, puis des fois, on a sorti du truck pour toutes sortes de raisons, puis des fois, c'est les deux partenaires qui sont aux toilettes en même temps. Fait que ça se peut que tu n'aies pas le temps de la couper en deux, puis de te torcher, puis de te mettre en route en dedans d'1 minute. Ça se peut. Mais tu as une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Parce qu'elle est financière, puis les compagnies menacent aussi de suspension ou de punition si tu ne rentres pas dans ces cadres-là. Fait qu'à un moment donné, tout le stress, c'est un entonnoir, toute la pression va ces paramédics. Tu sais, il n'y a plus d'ambulance, il y a un appel qui rentre. Ils n'en inventeront pas des ambulances. Ils vont appeler les équipes qui sont à l'hôpital, qui viennent d'arriver, que ça fait 5 minutes qu'ils sont là avec leurs patients. Pouvez-vous vous libérer? Il y a un appel urgent. Pouvez-vous vous libérer? Il y a un appel urgent. Il y a une équipe qui est en lunch, elle se fait couper. Appel urgent. Tu mangeras demain. C'est comme ça que ça fonctionne depuis des années. Dans le nouveau contrat, en plus des affaires de performance, le gouvernement a fait ajouter que les compagnies ne peuvent pas critiquer la gestion des ressources puis le système. C'est écrit noir sur blanc, je pourrais te l'envoyer, l'article. Fait que les compagnies peuvent même plus, ils ont signé ça là, volontairement, peuvent plus dire « Hey, on manque de ressources. Hey, la gestion des ressources dans notre coin, ça va pas bien. » Ils peuvent même pas le faire parce qu'ils pourraient se faire punir. Mm-hmm. Mais ça, tu penses-tu que les paramédics peuvent le faire? Tu sais, moi, je peux le faire parce que j'ai plus d'attache, je travaille plus que personne. Mais si j'avais un employeur, puis que j'avais la discussion que j'ai là avec toi, je m'exposais à des sanctions. Des sérieuses peut-être représailles. Là. C'est rendu là, c'est écrit noir sur blanc. Je connais des gens qui se sont fait rencontrer parce qu'ils ont liké des choses, liké sur Facebook, des articles ou des commentaires qui dérangeaient des gens en position de pouvoir ou des gestionnaires. C'est rendu là. C'est malade, ça n'a pas de Mais c'est ultra malsain, mais ça, c'est une espèce de cerise sur un gâteau de marde. Tu sais, je t'ai dit, je te parle des conditions, je te parle des salaires, je te parle que ça va tout en empirant, mais rajoute ça sur le top. À un moment donné, quand tu es au courant de ça, puis que tu le vois, puis que tu le ressens, puis que tu le vis, ça peut juste devenir too much. Fait que les gens, ce que je vois, malheureusement, ils essaient de se déconnecter. Ils veulent plus en entendre parler, ils laissent les directions prendre des décisions débiles. Ils punch in, ils punch out, ils s'impliquent le moins possible. C'est normal, ils se protègent, ils protègent leur santé mentale puis leur carrière parce que c'est trop. Puis le pire, c'est que les gens oublient, puis là, ben, ça vient de sortir de mon cul, là. Avant de se rendre au chirurgien, là, parce que il y a vraiment une urgence, là, c'est qui le premier en haut qui va y chercher, qui s'occupe d'eux autres? Ouais. C'est vous autres. Je comprends que le chirurgien, il y a des années d'études puis tout ça, là. Mais le premier en haut là, de l'entonnoir, si tu veux, là, ben, c'est vous autres, puis c'est vous autres qui êtes comme les moins bien traités de la gang. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Puis c'est correct ou. Ben, c'est correct. Je veux dire, il y a une affaire qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a personne qui nous force à le faire. Ouais. C'est un choix. Mais c'est pas une raison pour être maltraité. Tu sais? Oui, les gens, ils vont sans se faire tordre un bras. Des fois, ils sont pas au courant de tous les détails de comment ça va être la réalité, mais c'est quelque chose qui les attire. Tu sais, moi, ça m'a attiré pour X raisons. Il y en a d'autres que c'est leur rêve, puis c'est bien correct. Mais de te faire traiter de ces façons-là, tu sais, de te faire menacer, de te faire suspendre, de te faire de pouvoir te faire punir parce que tu as osé parler ou liker quelque chose. En plus qu'il faut que tu n'aies pas le temps de manger, que tu vois la misère humaine, que tu vois des blessures, de la maladie, que tu sois surchargé.
à un moment donné, la balance, elle pense juste d'un bord. Là. Juste d'un bord. Puis ça fait un certain temps là, que c'est comme ça. Puis, oui, comme tu dis, l'entre-deux, c'est nous autres. Tu sais, le chirurgien, les médecins, les infirmières. Puis j'ai eu la chance d'avoir des anciens collègues qui travaillent ailleurs que dans l'ambulance, tu sais, mettons à l'urgence, qui ont lu mon livre et qui m'ont dit, tu sais, on vous côtoie au quotidien, on vous voit amener les patients, on entend vos histoires. Mais on n'avait peut-être pas idée jusqu'à quel point de tous les détails de ce que vous voyez puis vous vivez entre les deux. Parce que, tu sais, à l'urgence, là, l'infirmière ou le médecin, le patient, quand eux le découvrent, quand ils le voient, c'est dans l'état où on l'amène. Oui. Mais l'état où il était chez eux, là, c'est pas la même chose. Tu sais, s'il y a des fractures ouvertes, des deux tibias qui est dans un char, le char est à l'envers, il fait froid, il y a du gaz, la personne, tu sais, les gens crient, il faut que tu les extirpes de tout ça, il faut que tu les immobilises. On peut rien leur donner pour la douleur. By the way, là, en 2024, au Québec, ça m'a toujours jeté à terre. Tout ça, toute cette expérience-là, c'est nous autres qui va la vivre et qui va la ressentir. Parce qu'un coup arrivé à l'hôpital, il est dans un état X, mais il était pas comme ça. La personne n'était pas comme ça avant. Fait qu'on voit vraiment les choses sous leur pire angle. Toujours. Tu sais, quand ils arrivent à l'hôpital et qu'ils disent « c'est pas très beau », oui, ben c'est ça. Avant, c'était pire. C'est ça. C'est pas très beau, oui, mais c'est vous autres qui l'avez ramassé pareil. Là. Exact. On parlait, là, quelques minutes, du manque d'ambulance ou de personnel. Ouais. J'ai un extrait d'entrevue de 4 minutes de Christian Dubé avec Mario Dumont, qui date de février dernier. On va aller regarder ça, puis si tu veux me répondre. On verra. Moi, je trouve ce que j'ai vu, ça n'a juste pas d'allure ce qu'il dit, mais je suis pas dans le système et j'ai jamais été dans le système. Mais moi, le kidam, le monsieur, madame, tout le monde, là, je trouve ça complètement stupide. On va découvrir ça maintenant. Ouais, ce matin, qui arrive quelques jours après ces reportages de nos collègues de JE concernant les difficultés dans certaines régions à avoir dans les délais espérés des services préhospitaliers, problème à avoir une ambulance dans certains cas. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, est avec nous. Monsieur Dubé, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Une annonce sur toutes sortes d'affaires, mais pas de nouvelles ambulances. Bien, premièrement, il y a plusieurs gestes qu'il faut faire, puis c'est pas juste des ambulances, comme vous dites, parce que ce plan-là, là, c'est pas parce qu'il y a eu des reportages les 2 derniers jours qu'on... Je comprends que vous n'avez pas préparé ça en 3 jours. Non, on le travaille depuis 2022, puis je l'explique parce que c'est un ensemble de gestes qu'on pose dans le plan de santé qui vont faire qu'on va s'améliorer au complet. Là, on est en amont des urgences, c'est-à-dire comment on amène les gens aux urgences, notamment en ambulance. Et c'est ça qu'on veut changer, parce que c'est une partie importante pour baisser l'achalandage des urgences. Mais quand vous me dites, est-ce qu'on va rajouter des ambulances, moi j'aimerais mieux dire qu'on va rajouter des heures. Parce qu'on peut avoir le même nombre d'ambulances, mais est-ce que nos ambulances sont mieux utilisées? Alors, dans le plan, là, on a mis plusieurs gestes, mais celui sur les ambulances, comme on fait depuis 2 ans, c'est d'ajouter des dollars. Donc, cette année, c'est 6 millions pour que dans certaines régions, on puisse avoir plus d'heures qui sont faites pour une meilleure utilisation des ambulances, mais surtout réduire le délai d'attente. C'est ça qui est important. Dans le préhospitalier, c'est le premier 8 minutes. Alors, il faut s'assurer qu'on va surveiller le premier 8 minutes dans 80% des cas, comme ça se fait ailleurs. Et vous voulez renforcer, de ce point de vue-là, parfois en attendant l'ambulance, la présence des premiers répondants? Ça c'est, je vous dirais, s'il y a un élément important de notre plan au complet, de toutes les actions, c'est particulièrement en région, parce que en région, la distance est plus longue. Hein? On s'entend que souvent, la distance est plus longue entre le patient et l'hôpital. Alors, il faut amener plus de premiers répondants mieux préparés pour être capable, justement, d'avoir un geste concret sur le patient pendant qu'on attend l'ambulance. Ça, pour moi, c'est très important. Vous parlez dans votre plan de cas où on ne veut plus carrément faire monter les gens dans l'ambulance. Il y a des cas où les gens appellent l'ambulance, il y a une personne mal en point, il faut que quelqu'un de compétent se rende,
Mais vous dites, c'est pas si présentement, je comprends que c'est systématique. Là, on transporte. Un ambulancier se présente, il transporte la personne. Les gens du réseau, ils appellent ça le phénomène de régulation. Régulation, c'est que, je vous donne une statistique, là, il y a 85% des appels pour l'ambulance qui sont pas urgents, traités comme urgents. Il y en a seulement 15% qui sont vus vraiment, là, c'est une question de vie ou de mort. 15%, c'est pas beaucoup. Alors, on veut travailler, nous, sur le 85% pour s'assurer que les ambulances sont bien utilisées pour le 15%. Puis comment on va faire ça? C'est que là, on a essayé ça depuis 1 an, puis ça fonctionne très bien. C'est qu'on va envoyer un paramédic à l'avance, pas nécessairement avec l'ambulance, mais avec un véhicule. Donc, on garde l'ambulance disponible pour ce que je disais tantôt. Mais on a déjà éliminé 12 000 visites. 12 000 visites, à peu près 2 %, mais ça a l'air de rien. C'est 12 000 visites qu'on peut faire pour les urgents dont je vous parlais tantôt. Donc, l'exemple que le paramédic peut régler le cas, puis finalement, on n'a pas besoin d'ambulance. Alors, le travail au 911 est très important. On a des infirmières qui sont au téléphone. Cette personne-là, elle répond, puis elle dit, écoutez, moi, j'évalue votre cas, il est non urgent, je vais vous envoyer quelqu'un, parce qu'on veut traiter la personne, mais on n'envoie pas la grosse ambulance, on envoie un véhicule avec un paramédic, fait l'évaluation, puis dit, bien, vous pouvez soit aller à la pharmacie, vous pouvez faire une autre geste que d'aller nécessairement à l'urgence ou d'être transporté en ambulance. C'est tous ces gestes-là qui vont faire qu'on va avoir une meilleure utilisation non seulement de nos ambulances, comme vous me demandiez tantôt, mais du bon personnel à la bonne place. Il y a tellement de bullshit dans ce que je viens d'entendre. Hein. Je ne sais pas par où commencer. C'est pour ça que je te l'ai fait écouter. Ouais. Il y a un bout qui, perso, m'a comme, ben voyons donc. Pas plus d'ambulances que ça prend, mais plus d'heures. Il y a déjà un manque de personnel, d'ambulances. Ouais. Non, tu n'augmentes pas le nombre d'ambulances, mais plus d'heures pour le staff. Mais les heures, comment? Des heures comme si ça l'apparaissait par magie, tu sais, de la façon que Dupé parlait. Des heures, c'est qui est fait, les heures? Ça reste des paramédics. Si tes paramédics sont déjà sur des cas temps plein, qui font déjà des 12 heures, qui vont les faire, tes heures? Tu vas les obliger à rester 16 heures? Hey, 16 heures, là, c'est tough. Après ça, là, si tu retravailles 8 heures après, là, faut que tu te retournes chez vous, faut que tu te laves, faut que tu te couches, puis que tu recommences. C'est invivable. Puis, en région, il manque de personnel. Ils ont bien beau il y a bien beau s'imaginer qu'ils vont financer des heures de plus. Ils ont de la misère, les compagnies en région, ils ont de la misère à faire leurs heures normales, à combler leur corps de travail régulier. Puis, je parle pas vraiment à travers mon chapeau. J'ai fait un peu d'ambulance à contrat en région. Avant d'arrêter complètement, je suis allé plusieurs fois en Gaspésie. Je suis allé sur la Côte-Nord. J'ai adoré l'expérience. Les gens étaient vraiment gentils. La réalité est différente. Les distances, tu sais, il en parlait vite, les distances, là, sont très... C'est pas la même affaire que par chez nous, tu sais. Moi, j'ai un hôpital à 5 minutes de chez nous, j'ai un CLSC, j'ai des cliniques pas loin. Montréal, il y a un hôpital à toi 5 minutes. Mais tu vas en Gaspésie, tu as un petit CLSC dans le village. Puis après ça, c'est 1 heure plus loin, puis 1 heure plus loin, puis l'hôpital la plus proche est à 5 heures. Mais ça, ce qui arrive, un autre des problèmes que vaguement parlé là-dedans, c'est les problèmes de distance. L'ambulance, là, est utilisée pour faire des retours à domicile, puis pour faire des transferts non urgents. Ça veut dire que si tu es en Gaspésie, tu es à Maria ou tu es à Grande-Vallée, puis tu es tout seul comme truck, puis qu'ils te font faire un transfert dans une ville à 4 heures plus loin, il n'y en a plus de truck. Ça va être une ambulance d'un village à côté qui va s'en venir. Puis est-ce que ce transfert-là était nécessaire? Je veux dire, médicalement parlant, ça se peut que ça soit un peu du dumping parce qu'ils n'ont plus de place dans ces centres-là, parce qu'ils n'ont pas assez de staff. Fait que la marde, c'est pas de la marde, là, c'est des patients. Je veux dire, la problématique est pelletée sur l'ambulance. Fait que là, l'ambulance, elle fait quoi? Elle fait un transfert. Elle est rendue où? Elle est loin. Là, il y a un appel urgent qui sort. C'est qui? Ah, là, il se cache derrière les premiers répondants. On va en parler des premiers répondants, c'est un autre affaire. Tu sais, les services de premiers répondants, souvent, c'est des pompiers.
surtout à Montréal. Puis pendant longtemps, le gouvernement s'est lavé un petit peu les mains, s'est caché un peu derrière le temps-réponse, parce que les premiers répondants, dès qu'ils arrivaient sur les lieux d'un appel, ça faisait une espèce de stop de clock. Tu sais, toi, t'appelles, mon voisin est couché à terre, il respire pas. C'est correct. Tu veux que quelqu'un réagisse le plus rapidement possible, c'est la chaîne de survie. Tu sais, si toi, tu sais, tu commences des manœuvres, les pompiers arrivent en dedans de 5-6 minutes, c'est parfait, ils vont commencer les manœuvres, mais l'ambulance, ça y en prend 25. Ça n'a pas de sens. Parce que c'est nous qui peut apporter des soins plus avancés. Tu sais, on va ventiler le patient, on va l'intuber, faut le transporter aussi. Tu sais, il parlait de transport à l'hôpital, là. Les premiers répondants des transports, ils en font zéro parce qu'ils n'ont pas le droit légalement. Fait que t'as beau avoir des gens qui viennent donner des soins de base, puis je souligne de base, parce que les pompiers, les premiers répondants, c'est pas des gens qui sont formés pour donner des soins plus avancés, c'est les paramédics, c'est leur job. Mm-hmm. C'est pas leur job, eux autres. Ils se sont fait souvent pelleter ça parce que fallait aider, il fallait stop the clock, comme je disais tantôt. Fait que pendant longtemps, le gouvernement se cachait un petit peu derrière ça. Hey, les temps-réponse sont super beaux. C'est du 8, 9, 10 minutes. Mais là, à force de se faire poser des questions, des demandes d'accès à l'information, puis de ventiler leurs chiffres, mais là, on a vu que les ambulances y arrivaient rarement en dedans du 8 à 10 minutes qui est prescrit. Ils arrivent plus tard. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu délayes des soins plus avancés aux patients, tu délayes son arrivée devant un médecin, dans la salle d'urgence, devant la salle d'opération, parce que c'est ça qu'il a besoin. Fait que tes premiers répondants, c'est un plaster. C'est un plaster qui est utile. Mais quand tu as des hémorragies, c'est pas des plasters que ça prend. Et les premiers répondants sont pas financés à 100%. Ben, de ce que je sache, là, c'est pas le ministère de la Santé qui finance ça. Souvent, tu as les villes, tu as les municipalités. Fait que là, tu penses-tu que le ministère est pas content de se laver les mains quand il y a des services de premiers répondants qui arrivent vite, puis qu'après ça, ils sont contents de dire « Hey, on a quelqu'un qui arrive en 8 minutes. » Mais oui, c'est la municipalité qui en paye 75%. Pourquoi? Parce que tu veux pas rajouter d'ambulance. Ces 4 minutes-là, j'ai fait comme je t'ai dit, je suis pas dans le milieu pré-hospitalier ou hospitalier, puis j'ai capoté. Je me suis dit, Martin, il va disjoncter, là. C'est clair. Puis, écoute, tu sais, si quelqu'un qui n'est pas dans le milieu comme toi, t'écoutes ça, tu fais comme, voyons, ça n'a pas de sens. C'est clair que toutes nous autres, on n'en revient pas. Puis, comme je te disais tantôt, il y a des gens qui font juste déconnecter. Il y a des gens dans le milieu qui n'écoutent plus ça. Parce que c'est too much. Il n'y a rien qui marche dans ce qu'ils disent. Il n'y a rien qui répond à nos besoins, ni à nous, ni à ceux de la population. Puis, une autre affaire, puis je pense que c'est probablement la plus importante dans tout ce qu'il a dit. Tu sais, il parlait de pouvoir rediriger des appels ou de ne pas les envoyer vers l'urgence. Pour te montrer à quel point, là, on est en retard, puis que ça n'a pas d'allure, les paramédics n'ont pas le droit de dire à un patient « je t'amène pas à l'hôpital ». Tu sais, j'en ai parlé dans mon livre, je parle d'un personnage que je ramène régulièrement. Ouais, on va en parler plus tard. Ouais, OK, je vais te le laisser. Mais tu sais, par exemple, là, toi, là, tu m'appelles, là, tu mens au 911, tu dis « j'ai mal dans la poitrine ». L'ambulance s'en vient en urgence, j'arrive, c'est vous, tu me regardes dans les yeux, tu me dis « pas mal dans la poitrine, je veux un lift ». OK. Là, je vais te dire, es-tu conscient de ce que tu fais? Abordons-le. Monsieur Gérard. Oui. Ben, Monsieur Gérard, qui est un personnage vrai, qui continue d'exister, que ma blonde voit encore parce qu'elle est encore paramédic à temps partiel. Puis il y en a partout des Gérards. Gérard, il appelle parce qu'il veut un livre, parce qu'il a faim, parce qu'il s'ennuie, parce qu'il veut rire de nous autres, parce qu'il veut qu'on mette son bicycle dans l'ambulance. Name it. J'ai même pas le droit de dire non légalement en 2024. J'ai pas le droit de réorienter quelqu'un que je vais évaluer, que je vais dire tous ses signes vitaux sont stables. Je pense qu'il pourrait aller à la clinique. Je pense que ça peut attendre une couple d'heures. Je peux pas le faire. Je peux même pas lui dire légalement. Je peux pas appeler à la clinique pour prendre un rendez-vous. Parce que le système qu'ils ont commencé à mettre en place, ils ont mis des infirmières dans les centres d'appel 911.
Fait qu'ils rajoutent une couche de gestion parce qu'ils veulent pas déléguer l'autonomie aux paramédics. Fait que là, il faut que tu trouves des infirmières. Chris, il y en a-tu dans les arbres des infirmières? Parce que ils ont de la misère sur la Côte-Nord, ils ont de la misère en Gaspésie, il en manque partout. Fait que là, ils essayent d'embaucher des infirmières au 911 qui sont pas là le soir, ni la nuit, ni la fin de semaine parce qu'ils veulent pas faire ça. Fait que des fois, t'en as une de jour. Fait que là, moi, j'arrive, j'évalue mon patient, il rentre dans mes critères. Bon, je vais appeler l'infirmière. Puis je l'ai déjà vécu, je l'ai déjà fait, j'ai fonctionné dans ce système-là. L'infirmière refait la même évaluation que moi par-dessus au téléphone. On a niaisé 1h30 d'homme sur un appel. L'infirmière a fini par dire, ben écoute, oui, à ce classe pour un rendez-vous à la clinique, je vais regarder les disponibilités. Ah, la clinique est pleine, vous allez la transporter en ambulance. Fait que c'est dans ce système-là qu'on évolue. Tu sais, il parlait du paramédic qui peut aller chez les gens puis les évaluer puis les rediriger. C'est vrai, mais c'est pas vrai. C'est de la paramédecine communautaire qui existe en Ontario, qui existe ailleurs dans le monde depuis des années puis qui est très fonctionnelle, mais qui est limitée puis qui est menottée par l'infirmière au téléphone. C'est pas lui qui peut prendre la décision. S'il y a quelqu'un qui appelle au 911 puis qui font un pré-triage puis qui se disent, écoute, c'est un ongle incarné, c'est pas très dangereux. Il envoie le paramédic communautaire. Il faut qu'il fasse son évaluation puis qu'il appelle l'infirmière parce que c'est elle qui décide. Tu sais, quand est-ce qu'on va arrêter de niaiser puis de donner des droits qui vont changer la donne? Tu sais, à un moment donné, là, il n'y a pas d'ordre professionnel pour les paramédics. La CAQ en avait promis un quand ils sont rentrés. Ça va changer des choses peut-être. Mais ça reste que les paramédics, c'est des professionnels de la santé. Ils sont capables d'évaluer des patients, sont capables de prendre des décisions. S'il arrive des erreurs, ils dealeront avec au cas par cas. Ils les enquêteront, ils verront si le paramédic a besoin d'encadrement, si c'est une erreur grave, si c'est une faute, si quoi que ce soit. On peut pas avoir peur d'avoir peur tout le temps, d'avoir peur d'en échapper 1 sur 100 000, puis qu'à cause de tout ça, on congestionne tout le système. Tu sais, des erreurs en médecine, là, il y en a. Tu peux te faire opérer pour une crise d'appendicite, puis tu peux en mourir. Tu as une chance que ça n'aille pas bien, que ça dégénère. Mais les médecins vont-tu ne pas opérer personne à cause de ça? Il y a des risques à tolérer. Le gouvernement aime mieux pas prendre de chance, mais être embourbé dans des systèmes qui s'accumulent, qui s'empilent, qui s'encadrent, qu'un regarde l'autre, puis qu'au final, tout le monde est pogné. Ça n'a aucun sens. Puis, encore une petite coche plus loin, la formation que les paramédics ont au Québec, c'est 3 ans. Puis, on est considéré soins primaires. Mais quand on regarde notre niveau de formation, pas ce qu'on a le droit de faire, notre niveau de formation et de connaissance, on est à mi-chemin entre des soins intermédiaires et des soins avancés, si tu regardes ailleurs au Canada, mettons, ou ailleurs dans le monde. Mais on est limité aux actes parce que les médecins, le Collège des médecins puis le ministère nous délèguent à peu près rien. J'ai pas le droit de donner du Benadryl comme paramédic, j'ai pas le droit de te donner des Tylenol, j'ai pas le droit de te donner des Advil, j'ai pas le droit de te donner d'antidouleur. Il y a plein d'affaires qu'on n'a pas le droit de faire. Tu sais, les antidouleurs, là, ils m'en parlaient à l'école, ils me disaient que ça s'en venait dans 1 an, en 2008. C'est un projet dans le Bas-Saint-Laurent puis qui va s'étendre ailleurs depuis 15 ou 16 ans. C'est ça. Ça n'a pas de bon sens. Tout ça parce qu'on a peur. Oui, mais on a peur qu'il y ait des opiacés, des antidouleurs. Il y a des conséquences à ça, il y a des effets secondaires. Mais oui, mais on est formé pour les gérer. Je suis capable de réanimer quelqu'un tout seul avec mon partner dans un grenier, dans le bois, de tout faire les manœuvres avec, de le ventiler, de l'intuber, de le mettre sur une planche, de le sortir, de l'amener à l'hôpital. Mais si je t'ai donné un médicament pour pas que tu aies mal à ton tibia qui sort et qui est exposé à l'air, puis d'un coup, tu commencerais à respirer moins vite dans mon ambulance, j'ai l'antidote d'ailleurs à côté de moi, je t'assis avec toi, je te regarde, je sais exactement comment agir pour te ventiler, pour protéger tes voies respiratoires, pour te donner la médication, sur quoi que ce soit. On nous le permet pas. Fait qu'on est pieds et mains liés, puis on peut pas parler parce qu'on peut se faire rencontrer ou on peut se faire... tu
c'est rendu un petit peu un climat de peur aussi, malheureusement, là, puis c'est assez toxique, là, fait que c'est... J'aimerais ça dépeindre un portrait un peu plus... un peu plus balancé, un petit peu plus rose, tu sais, mais je suis plus capable. Mais non. Écoute, là, on va juste mettre ça un peu plus léger. Oui. Mais vraiment un peu plus léger. Oh, ouais. Mais en tout cas, ça va dépendre de ta perception. Mm-hmm. Pourquoi au Québec, les gens continuent à dire, peut-être par habitude, ambulancier au lieu de paramédic, et vous, quand je dis vous, l'ensemble des paramédics, j'ose imaginer, préférez paramédic qu'au lieu qu'ambulancier? Ça, c'est un débat qui finit plus. Je ne sais pas s'il va finir. On a entendu toutes sortes d'affaires. Tu sais, le terme n'a jamais été officiellement accepté dans la langue française. C'est pas un terme que tu vas trouver. Non, j'ai vérifié dans ma bouche, puis effectivement... C'est un anglicisme, mais tu sais, des anglicismes, on en a plein qui sont acceptés régulièrement à chaque année, qui vont apparaître dans le Larousse et dans le Petit Robert. Pourquoi lui, il bug? Je ne sais pas. Pourquoi les gens ont voulu faire un switch entre ambulancier et paramédic? C'est vraiment quand il y a eu un gros jump dans l'avancement, dans les soins qu'on pouvait donner. 2005-2007, je pense, les ambulanciers ont pu commencer à donner des médicaments. Puis avant, ils ne pouvaient pas. C'est de la nitro, du Ventolin, du glucagon, de l'épipène. Puis ils ont voulu se détacher, essayer de faire un détachement entre l'idée que les ambulanciers faisaient juste conduire des trucks. Ils ont voulu rentrer dans l'imaginaire puis dans le vocabulaire que c'était autre chose que ça. Que c'était devenu une profession de la santé, que ça se médicalisait, que les gens devenaient des professionnels. Derrière ça, on espérait aussi, on s'est dit, ben, si on se fait traiter puis appeler paramédic, on va peut-être se faire considérer comme des professionnels aussi. On va peut-être se faire avoir les conditions, puis avoir plus de droits puis d'actes, puis ça va peut-être débouler. Ce qui est plus ou moins arrivé. C'est un terme qu'on essaye d'utiliser en général, je te dirais. Moi, ça m'a jamais... Moi, si tu dis ambulancier, ça m'insulte pas, là. Mais il y en a qui le prenaient assez personnel puis qui pouvaient grimper dans les rideaux, puis c'est correct, c'est bien correct. Regarde, sinon, c'est pas vraiment plus compliqué que ça. OK. Mais le terme officiel du gouvernement, qui est toujours une espèce d'entre-deux puis de niaisage, c'est technicien, ambulancier, trait d'union, paramédic. On peut comme pas s'en sortir puis s'en détacher pour de bon. OK. Là, je veux pas ramener de mauvais souvenirs. Non, vas-y, j'ai pas de problème avec ça. OK. 5 avril 2015. 5 mai. 5 mai, pardon. Oui. 10-14, accident, ambulance impliquant ambulancier. Qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? C'était un appel comme les autres, là. Tu sais, je veux dire, un appel urgent. J'étais passager en avant, mon partner roule en urgence. Il fait soleil, il fait beau, on commence notre chiffre de nuit. On a pris un café au Tim, on jase, conduit de son bar. Pas de dépassement, la ligne est droite. Je m'en vais vers lui, on jase. Il y a un char qui apparaît devant nous. Écoute, on roulait assez vite, là, on roulait en haut de 100 km/h, l'autre char devait rouler au moins à 80. Écoute, de dire que tout a explosé, c'est la moindre des choses, là. Face à face, le véhicule est venu nous chercher. On ne saura jamais pourquoi, parce que le conducteur est décédé. L'autre char a brûlé, puis il est mort de ses blessures. C'est quand même pas une mort très, 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 très douce. Reste que l'enquête du coroner a démontré que mon collègue qui conduisait avait aucun tort, qu'il avait fait tout ce qu'il avait à faire. Pourquoi c'est arrivé? Mais comme je te dis, on ne le saura jamais. Puis je l'ai ressassé tellement, cet accident-là. Puis je pense que c'est grâce à ça que je vis très bien avec maintenant.
sais, j'en ai parlé avec mon partenaire de l'époque, j'en ai parlé avec ma conjointe, j'en ai parlé avec mes collègues. J'ai eu une commotion cérébrale. Tu sais, ça m'a pris quelques mois à m'en revenir, à m'en remettre, puis à revenir travailler. Mais j'avais même pas une graffinure, j'avais même pas une goutte de sang, tu sais, ce qui est quand même assez spécial quand tu regardes l'ambulance. Mon partenaire a une blessure assez grave à la jambe, ça lui a pris un bon 2 ans et demi à revenir, mais il est revenu. Je vais vous la remontrer. On peut continuer, mais je vais vous la remontrer, l'ambulance. Là. Regardez ce que ça a de l'air. Là. Écoute, c'était un impact incroyable à haute vitesse. J'ai jamais perdu connaissance, je me souviens clairement de tout, puis c'est pour ça que j'ai été capable de l'écrire dans mon livre, parce que dans les jours suivants, écoute, il fallait que je l'écrive. C'était clair, comme un film. Tous les détails, tout était là, puis ils ont toujours resté. Mon collègue aussi se souvenait de tout ce qui était arrivé. Lui, il était incarcéré dans l'ambulance, il était pris. Tu vois comment que le devant était écrasé, là, il était coincé les jambes. Puis c'est ça, l'autre conducteur est décédé. Fait qu'au final, je me le dis encore, puis on se l'est dit, moi puis ce collègue-là, on a été chanceux. On a été chanceux de ne pas avoir de saignement dans notre tête. On a été chanceux de ne pas se casser la nuque. On a été chanceux que ça ne soit pas plus grave que ça. Finalement, chanceux de ne pas être mort. Tout à fait. Tu sais, pour moi, d'avoir la chance de voir mes enfants grandir depuis ce moment-là, c'est clair que ça revient régulièrement, que je me dis, tout ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu après cet accident-là, j'aurais pu rien avoir de ça. Tu sais, tu vois la vie quand même différemment. Surtout qu'il y a eu des gros accidents comme ça, c'est rare, mais il y en a eu d'autres. Il y en a eu un en Outaouais, pas vraiment longtemps avant nous. Même genre d'accident. Face à face, un peu de coin, un char, un pick-up qui est venu les chercher. Puis écoute, les 2 gars ont été blessés autrement plus gravement. Il y en a un qui a un trauma crânien très sévère, qui était plus fonctionnel, qui a dû être en institution pendant des années, puis il est décédé il y a 2 ans à peu près. Tu sais, l'accident dans la jeune vingtaine, là, le gars là, qui est en forme, puis tout ça. Fait que, tu sais, une ambulance qui a fait des tonneaux cet hiver en Estrie, accident. Il y a une infirmière qui a un trauma crânien grave qui était avec eux autres en arrière. J'ai pas de ces nouvelles, mais tu sais, quand tu mets tout ça un à côté de l'autre, on a été calissement chanceux dans notre malchance, parce que quand même, ça m'a pris plusieurs mois de ma vie, puis ça a pris plusieurs mois de la vie de mon partenaire aussi, tu sais, à s'en remettre, à ventiler ça, à passer à travers ça. Moi, j'étais assis chez nous, puis j'attendais que ça passe. Une commotion, il n'y a rien que ça à faire. Fait que, pas de saison de football, pas de sport avec mes enfants, pas de gym, pas d'activité, pas de lecture, pas de TV, pas de rien. Tu es assis dehors, puis tu regardes. Tu sais, c'est du temps qui nous a été enlevé, mais je suis passé à travers de ça, puis tout le reste, à partir de ce moment-là, ben, c'est du temps que j'aurais pu pas avoir aussi. Comportement a dû changer un peu aussi, j'imagine. Pas comme, moi je pourrais dire ça, être plus s'aidant, il arrive la moindre petite chose au lieu de faire comme, OK, c'est correct. Ah, pourquoi? Puis, tu sais, devenir plus crinqué pour la moindre petite chose. Dans les premiers mois, oui. Tu sais, quand tu as une commotion aussi, il y a certains symptômes, là, mais ça s'est tout résorbé, j'ai été chanceux. Tu sais, j'ai pas de séquelles de tout ça. Mais au début, tu sais, t'as la commotion, mais t'as aussi le questionnement. Tu sais, t'es en crise. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi ils ont fait ça? Tu sais, pourquoi nous autres? On aurait-tu pu faire de quoi de différent? Non. Qu'est-ce qu'ils autres? Qu'est-ce qui entraînait ça? Mais à un moment donné, je pense qu'il faut que tu lâches prise aussi, là. Tu sais, ça reste que c'est un accident puis qu'on a été chanceux. Faut le voir comme ça. Y a-t-il des ressources d'aide psychologique fournies aux paramédics ou ça dépend de la compagnie ou le gouvernement peut octroyer des fonds pour ça? Ça fonctionne comment? Ça dépend de la compagnie. OK. Mais je ne cacherai pas qu'il y a eu beaucoup d'avancements quand même positifs qui ont été faits. C'est ça, il faut le donner. Versus quand moi j'ai commencé, les gens sont beaucoup plus proactifs. Les gestionnaires, les cadres. La CSST reconnaît depuis 2 ans à peu près les chocs post-traumatiques, mais elle les conteste.
Ben oui. On peut pas rien avoir. Hein. Mais le diagnostic est reconnu. C'est sûr que malheureusement, souvent, j'ai des anciens collègues qu'il faut qu'ils se battent. La plupart vont finir par gagner, mais tu sais, tu as déjà un genou à terre. Mais au moins, c'est reconnu. Avant, ça ne l'était pas. Il y a des PAE, il y a des programmes d'aide aux employés qui sont assez accessibles. Il y en a qui ont des chiens d'intervention. Il y en a qui ont accès à des travailleurs sociaux, psychologues qui sont plus spécialisés dans l'urgence. Tu sais. Avant, ils t'envoyaient un petit peu n'importe où. Tu allais voir une travailleuse sociale qui est habituée de travailler avec des enfants de maternelle, puis c'est pas pour rien leur enlever. Là. Non. Tu sais, toi, tu arrives, tu racontes ton patient décapité. C'est pas bon pour elle. Là. Elle n'est pas outillée pour répondre à ça. Puis toi, tu vas pas avancer là-dedans. Puis peut-être qu'elle va avoir de la misère après avec ces images-là, puis tout ça. Fait que c'était pas... c'était un petit peu broche à foin au début, mais il y a eu quand même beaucoup d'améliorations. Je sais que les syndicats espèrent pouvoir passer des congés conventionnés pour santé mentale. Je sais pas ce dossier-là est rendu où, mais je pense que ça serait une bonne affaire. Là, de se faire dire, prenez tes maladies. Mais mes congés de maladie, c'est pour quand je chie en eau puis que j'ai la gastro. T'sais. Quand j'ai pogné un gros cale puis que je file pas, je pense que je devrais être soutenu puis que je devrais être payé le temps que j'ai besoin pour m'en remettre. C'est pas parce que ça fait partie de la job, parce que je l'ai choisi, que ça s'accumule pas puis qu'à un moment donné, je filerai pas ou quelqu'un d'autre filerait pas. T'sais. Oui, parce qu'écoute, moi, perso, j'aurais besoin d'aide psychologique. Si je me fie à un passage dans ton livre, que j'ai pas lu, que j'ai écouté, oui. Quand tu parles que tu arrives déjà sur un lieu, puis la personne est là depuis on ne sait pas combien de temps, c'est l'été, pas d'air climatisé, il fait 30. L'odeur que tu mentionnes, l'odeur de la mort, ça ne s'explique pas. Je pense que tu ne pourras pas me l'expliquer. Là. Non. Puis le corps est comme presque en lambeaux, tu y touches, puis ploup, ça se défait. Une scène comme ça, il me semble d'avoir le chef d'équipe pourrait dire, bon, ben regarde, OK, c'est ton... Ce que tu viens de faire, c'est terminé, là. Ton corps est fini. Il y a rencontrer quelqu'un le plus vite possible, puis va-t'en chez vous, là. Il y en a qui fonctionnent comme ça. Sous toute réserve, je pense que de forcer les gens à s'en aller, c'est pas la façon de faire. Okay. Malgré ce qu'on pourrait croire. Je pense que c'est de l'offrir. Mais juste de pas être dans le cruncher. Tu sais, de se faire dire, il y a un appel en attente, faut que tu y ailles. Le gros, ouais, mais je file pas tant. Non, regarde, t'es sur un chiffre, go. Juste de se faire retirer. C'est un chef d'équipe, un superviseur, un père qui vient dire, regarde, on va jaser, on va débriefer. Y a-tu quelqu'un qui a besoin de s'en aller chez eux? On s'en occupe. Vous allez te payer. Pas de réclamation à faire, pas de CSST, pas de niaisage. Demain, on se reparle. Dans 3 jours, il y a un suivi avec un travailleuse sociale spécialisée. Ça se fait. Ça se fait à des places. Tant mieux. Est-ce que c'est constant à l'interne dans toutes les compagnies? Je pense pas. Est-ce qu'ils travaillent pour que ça le devienne? Probablement. Tu sais, à un moment donné, je suis pas de mauvaise foi non plus. Là. Je pense pas qu'il y a juste des méchants là-dedans. Mais non. Il y a des gens qui veulent aider les autres, mais souvent, ça vient des partners, ça vient des pairs, ça vient des paramédics. Il y a des programmes de pairs aidants, c'est des paramédics. Ouais. Il faut que tu sois prête, en plus à ce que toi, tu vois, à te surcharger d'images et d'histoires parce que tu vas écouter tes collègues qui vont t'appeler. Puis c'est bénévole, là, les gens font ça là, parce qu'ils veulent aider leurs collègues. C'est un programme qui fonctionne, mais je trouve que c'est demandé beaucoup à des gens qui en ont déjà sur les épaules. Mais ça reste que je pense, ce qui va te sauver, ce qui peut te sauver, c'est ta relation avec ton collègue, puis comment tu vas ventiler ton appel avec lui dans les minutes puis les heures suivantes. Tu sais, que ça soit de l'humour noir, que ça soit des jokes, de dire « Hey man, t'as-tu vu ça? C'était ci, c'était ça. Hey, t'as-tu senti ça? Ah ouais, c'était écœurant, c'était ci, puis ça. » Tu sais, de leur sasser tout de suite là, quand il est à chaud, d'en parler. Des fois, tu vas rajouter un chef d'équipe. Des fois, ça va être dans une salle de break, puis tu vas leur vivre. Mais dans le troc, dans le jaser, d'avoir un bon lien avec ton partner, ça peut te permettre
de passer à travers tout ce que je te disais tantôt. Là. Le salaire pas bon, les conditions plus difficiles, le stress, la toxicité des fois, d'avoir des bons collègues, des bons partners, c'est ce qui va te sauver, clairement. C'est ta première ligne de défense aussi quand tu as des gros cadres. Ce que j'ai trouvé un peu weird dans le livre, c'est que il y a des cas qui sont... Vous arrivez sur un appartement X, c'est évident là, que la personne est morte. Là. Évident pour tout le monde. Puis vous pouvez pas dire, bagaille, il est mort, il faut absolument l'amener à l'hôpital pour que le médecin signe, OK, c'est beau, oui, il est vraiment mort. En tout cas, peut-être attention au cœur sensible, mais y a des exemples que tu pourrais nous donner, si tu veux bien, de choses qui sont comme, ben voyons donc, il est mort, là. Pourquoi il faut l'amener et que le médecin signe, OK, c'est vrai, il est vraiment mort? Il y a 9 cas, je les détaille dans mon livre, puis tu m'excuseras si ça ne me revient pas précisément parce que j'ai du recul, j'en fais plus, mais tu sais, tu as des cas où c'est clair qu'il n'y a personne qui va s'ostiner. Tu sais, si tu arrives et qu'il y a des os à terre, c'est l'extrême, là. Tu sais, il y a un squelette, je ne transporterai pas. Quelqu'un qui est calciné, tu sais, qui va être, je m'excuse, tu sais, tu vas avoir quelqu'un qui est calciné, que c'est avancé. Tu vas avoir quelqu'un qui est en décomposition avancée. Tu vas avoir quelqu'un qui est coupé en plusieurs morceaux. À un moment donné, je te dirais que grosso modo, c'est le gros bon sens. Là. Quand c'est... Mais la zone grise, qui est celle auquel les paramédics font quasiment tout le temps face, était plus complexe. La décomposition, puis la décomposition avancée, tu sais, as des signes. Ça dépend bien des affaires, de la météo, ça dépend de l'environnement, ça dépend où est-ce qu'elle est la personne, de quoi qu'elle est morte. Tu sais, ça dépend de plein d'affaires. Souvent, par le passé, pendant longtemps, il fallait qu'on transporte ces situations-là, ces zones-là grises. Mais enfin, puis ça, c'est quelque chose qui fonctionne quand même assez bien. Il y a des constats de décès à distance qui se font maintenant. À Montréal, ça existe depuis très longtemps. Ça a été long avant que ça sorte et que ça aille en région, mais ça se fait depuis quelques années en région. T'arrives, c'est une zone grise, ou même t'arrives, tu fais des manœuvres. La personne, là, elle vient de décéder. Là. Tu fais des manœuvres, il n'y a pas d'activité électrique, il n'y a rien à faire. Tu fais ton travail pendant à peu près 10 minutes. Je te dirais, tu as une procédure à suivre. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'électricité. On arrête. Avant, on transportait. Maintenant, ce que les paramédics peuvent faire, c'est d'appeler une infirmière qui est dans un centre, qui a accès à des médecins. Elle va prendre toutes tes informations. Elle va te dire, bon, tu sais, un peu le travail, un peu d'enquête qui se commence avec la police. Tu sais, c'est quoi son nom, son âge? T'as-tu trouvé des médicaments? Il était dans quelle position? Tu sais, c'était quoi son état? S'est-tu plaint de quelque chose avant? Sa famille a-tu dit quelque chose? Fait que, elle va tout noter les informations. Elle parle avec un médecin. Le médecin regarde ça et dit, ben, moi, je vais faire un constat à distance qui est probablement mort d'une maladie coronarienne aiguë. Fait que, à partir de ce moment-là, on peut s'en aller des lieux. On peut laisser le corps sur place. Et ça va être transféré à un salon funéraire qui va venir récupérer le corps. Souvent, je te dirais presque tout le temps, puis je les comprends, les policiers sont pas à l'aise de laisser un corps tout seul dans une maison ou avec la famille. Ils vont rester là, ils vont laisser un patrouilleur là en attendant la mort. Mais tu sais, ce que ça permet de faire, c'est de libérer une ambulance, une équipe de paramédics. Puis, tu sais, il faut le dire, de pas contaminer nos équipements. C'est quelqu'un qui est mort, puis que ça commence à faire un certain temps qu'il est mort, tu peux avoir une coupe de liquide, tu peux avoir des liquides biologiques qui vont s'échapper. Mm-hmm. On n'a pas de sac de morgue là, dans les ambulances. Tu sais, comme dans les films, les body bags noirs que tu zippes là, puis qui sont étanches, il n'y a pas ça dans les ambulances. Là. Fait que, tu sais, de transporter un cadavre, ça n'a jamais fait partie fondamentalement des services d'urgence. Les services d'urgence sont là pour aider les gens qui sont vivants ou qui ont des chances de survie. S'il est mort, puis il n'y a rien à faire, à un moment donné, tout ce que je vais faire, c'est prendre mon équipe, risquer de la blesser quand elle va forcer, risquer de contaminer les équipements,
leur mettre des images dans la tête, des contacts qu'ils n'ont pas besoin d'avoir parce qu'il faut que tu le manipules, le corps. Là. Mm-hmm. Puis après ça, il faut que tu transportes une personne vivante là-dedans, tu sais, on le nettoie, le matériel, on le désinfecte tout le temps, mais quand même, ça peut prendre du temps, tu sais, s'il y a des dégâts et tout ça. Fait que ça, c'était pas évident, je te dirais, comme période, là, quand il fallait transporter des corps qu'on savait qu'il n'y avait rien à faire à l'hôpital, qu'il fallait que tu amènes en mort, puis que le médecin vienne voir avant que tu sois libéré, puis que tu fasses toute la paperasse, c'était très long. Puis à un moment donné, on n'était pas efficace, tu sais, c'est un service d'urgence qu'on donne, là, c'est pas un service de morgue. Mais ça, oui, c'est quelque chose qui fonctionne relativement bien, je te dirais, dans une des rares choses qui fonctionnent bien. Je te poserai pas la question c'est quoi le pire que tu as eu. Par contre, je vais te poser la question quel call ou ça peut être 1 ou 2 calls, peu importe, qui t'a rendu le plus fier, toi et ou ta partner, là, que vous êtes dit, hey, wow, là, on a kické des culs, là, on est hot, là. C'est une bonne question, puis je suis pas habitué de m'en faire poser. Parce que d'habitude, les gens vont dans l'autre sens. C'est quoi ton pire appel? C'est un peu comme demander aux gens, c'est quoi la pire journée de ta vie? Détaille-moi-la. Mais les gens le font pas méchamment, mais quand même, on essaie quand même de faire un peu d'éducation puis de dire aux gens, faites attention avec ces questions-là. La tienne est super bonne. C'est sûr que un des cas que j'oublierai pas, c'est le premier patient que j'ai réanimé avec un partner qui est un de mes amis aussi. Écoute, c'était vraiment cool, j'en parle dans le livre. Je pense que c'est souvent le cas pour les nouveaux paramédics, hein, ceux qui réaniment, là, parce qu'il y a une page Facebook où est-ce qu'ils mettent le... Ouais. Je sais pas que le papier, comment ça s'appelle, là. Puis, la bande... t'as le rythme électrique, puis tu vois que le cœur se remet à battre, puis tout ça. C'est sûr que c'est un feeling incroyable. C'est sûr que tu n'oublies pas ça. Tu sais, que la personne soit en arrêt cardiaque à terre, la famille est là, tu travailles dessus. Puis avant de partir, la personne revient à elle, puis elle se met à parler, puis à poser des questions, puis la famille l'ont vu. Puis cette personne-là va sortir de l'hôpital, elle n'aura pas de séquelles, puis elle va venir te rencontrer, puis te serrer la main. Écoute, c'est clair que c'est incroyable. Mais c'est pas juste ces gros appels-là, tu sais, qui vont te donner de la fierté. Tu sais, des fois, ça va être dans le temps des fêtes, puis il y a une personne âgée qui est tout seule, puis ça c'est plus tranquille, puis elle t'appelle parce qu'elle a un petit bobo. Puis finalement, tu te rends compte que c'est parce que Chris, sa famille vient pas en voir, là. Puis tu t'assieds avec elle, puis elle t'offre un biscuit, puis tu le manges avec, puis tu prends un verre de lait, puis tu souhaites joyeuse fête, puis tu trouves ça rough parce qu'elle est tout seule, mais regarde, tu lui as donné ce que tu as pu lui donner, puis des fois, ça va être assez. Tu sais, à un moment donné, changer une ampoule. Ça me revient là. J'ai été chef d'équipe pendant un temps, j'ai été superviseur, puis c'est une fonction que j'ai beaucoup appréciée parce que je pouvais supporter mes collègues. J'aimais ça. J'aimais aller aider à gérer des gros appels quand je pouvais, puis quand on me le demandait. J'aimais driver avec ça. Mais aussi parce que quand tu arrivais, tu as une équipe qui gère, puis toi, tu as un petit peu de recul. Tu sais, tu peux penser à d'autres choses, puis regarder d'autres choses. Fait qu'à un moment donné, j'arrive, puis tu sais, la patiente, elle vient de Colombie-Britannique. Elle parle pas français. Elle est clairement SDF. Elle est couchée à terre, elle n'a pas de souliers, elle est en avant d'un restaurant. Là, je la regarde, puis elle est nu-pied, puis c'est l'automne, ça fait pas tant chaud, puis c'est l'équipe qui est là, qui est avec elle, puis jase avec la police. Je demande à la fille, je dis, combien tu portes? Je sais pas, elle me dit du 6. Ben, je reste à 3 minutes. Ma blonde est là, je sais qu'on a plein de souliers, plein de linge à donner. Je dis au gars, attendez, je m'en vais chez nous, donne-moi tes souliers. Ma blonde dit, ben oui, c'est vraiment une bonne idée. Je ramène, je donne à la fille. C'est rien. Tu sais, on les aurait donnés anyway. Si j'étais bien content d'avoir pu aider, puis gars, les souliers, elle va-tu y reperdre le lendemain, peut-être. Mais gars, des fois, c'est des petites choses de même là, qu'on peut faire. Des fois, ma blonde est très bonne avec les patients qui ont des problèmes psychologiques. Puis il y en a un qui l'aimait tellement que quand il appelait le 911, il demandait la fille. Puis ma blonde se traînait des pommes puis des fruits frais puis des affaires que
les sans-abri n'ont pas tendance à manger. Puis quand elle le pognait ou quand elle en pognait d'autres, elle leur offrait. T'sais. Wow. Ouais. Des affaires comme ça qui ne sont pas dans les livres, sont pas by the book, c'est pas spectaculaire. Puis c'est pas des affaires que tu vas mettre des photos sur Internet, mais c'est des moments assez gratifiants. C'est ça. Je donne une paire de souliers à une itinérante. Clic, selfie. Ah non. Ben non. Non. En tout cas, perso, j'en vois puis je trouve ça dégueulasse, mais ça, ce n'est que mon opinion. Non, je suis d'accord avec toi, mais c'est le fun de savoir que ça se fait et que c'est pas nécessairement pour la photo. Ça se fait parce que c'est la bonne chose à faire. Là. Un collègue à toi, un ami, sûrement même, Al Newman. Il a déjà mentionné notre côté optimiste, c'est aussi notre curse. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je vais ramener ça à lui pour commencer. Tu sais, Al, ce qu'il fait, il a parti un média indépendant qui s'appelle La Dernière Ambulance, The Last Ambulance, parce qu'il voulait donner une voix aux paramédics qui n'en ont pas. Parce qu'il voulait rapporter des situations pour que les choses changent. Parce qu'il voulait qu'on soit entendu. Puis, son côté optimiste, c'est son curse parce que il a tellement reçu de stress avec ça, de marde, des attaques toujours indirectes, jamais ce qu'on va voir en public, mais tu sais, que ça vienne, le ministère le bloque, ses demandes d'accès à l'information, les compagnies, il y en a qui travaillent un petit peu avec lui, mais tu sais, c'était quasiment un vol de mort, ce gars-là, pour les décideurs puis les gestionnaires, parce qu'il faisait juste décrier la réalité puis donner des faits puis des statistiques. C'est un journaliste, le gars, là. Puis c'est un ancien paramédic, fait qu'à un moment donné, je pense qu'il sait de quoi il parle. Et puis, il n'y a plus de skin in the game, tu sais, il n'est plus paramédic, il est à retraite, fait qu'il peut pas se faire menacer de suspension. Il peut pas se faire tordre d'aucune façon. Fait qu'il peut y aller all-in. Il peut y aller all-in, puis c'est ce qu'il fait, puis c'est ce qui a dérangé. Puis je suis convaincu qu'il a dit des affaires, qu'il a amené des informations qui ont mis du monde, des décideurs face à leur décision de merde, puis qui ont dû en répondre, mais ça, on le sait pas, mais je suis convaincu que c'est arrivé. Ben oui. Puis, tu sais, quand il dit que l'optimisme, c'est un curse, j'y ai dit souvent, je sais pas comment tu fais pour continuer là-dedans, Al. T'amènes beaucoup, c'est énorme ce que tu as fait, mais avec ce que tu vis, puis ce que tu subis, puis ce que tu te fais dire en privé, puis il y a des paramédics qui l'haïssent parce que ne devraient pas dire ça au monde, ne devraient pas leur dire que ça va pas bien. Ne devraient pas leur dire qu'il n'y a pas d'ambulance. OK. Mais je pense que Al le voit aussi dans les autres parce que les gens font ce métier-là parce qu'ils s'accrochent à ce qui est beau. Il n'y a pas grand-chose de beau, mais ils s'accrochent à ça. Tu sais, aux appels qui sont gratifiants comme ce qu'on vient de parler, aux relations avec leur partner, à la chimie qui va se développer avec des gens, des amis que tu vas te faire là-dedans, au positif que tu peux apporter dans la vie des gens, malgré tout ce qui est difficile. Ceux qui sont capables de continuer, je leur lève mon chapeau parce que j'ai pas été capable de le faire. Puis c'est correct, ça m'appartient. Mais c'est des gens qui sont encore capables de voir cette étincelle-là puis de la suivre. C'est peut-être un curse. Je sais pas. Ça vient de me popper en tête. As-tu déjà pas assisté, mais pratiqué un accouchement dans ton ambulance? Non. Puis Oui, ça se peut, hein, je pense. Ça arrive. Écoute, on se disait tous sur l'ambulance qu'on a des karmas d'appel. Des fois, c'est des passes. Moi, dans mes 2-3 premières années, là, j'avais des. Puis les gens me disaient là, que j'avais un karma de gros accidents. Gros accidents de la route, gros accidents de char, gros trauma. Puis c'est des appels que j'aimais bien faire. Tu sais, je souhaitais pas aux gens de se faire mal, là, mais quand ça arrivait, je me sentais outillé, puis apte, puis je me sentais à ma place, tu sais, de gérer ces situations-là.
il y en a que c'est des accouchements. Il y en a qui en ont fait un puis un autre. Moi, j'ai jamais eu cette chance-là. Puis on s'entend que c'est probablement un des plus beaux appels que tu peux avoir, là. Ça a passé proche. Il y en a qui avaient crevé leurs os, que ça s'en venait, que la tête était pas loin, mais on avait le temps de se rendre à l'hôpital, puis ça s'est fait devant nous autres à l'hôpital. Non, j'ai pas eu ce plaisir-là. Qu'est-ce qu'il fait, là, Martin, présentement? Martin, Martin est un pénible sur CISM. C'est là qu'on s'est connus, qu'on s'est rencontrés. Alias Moté Cuir. Oui, Moté Cuir. Ça me fait du bien de faire de la radio. J'ai été accueilli par une gang incroyable, Camille, Charlie, Oli, qui roulaient déjà qui ont roulé leur show pendant 3 ans. Écoute, je suis libre de parler de ce que je veux, avec les angles que je veux, de faire de l'expérimentation. Tu sais, c'est bénévole, mais c'est un trip. Ça me force à écrire une chronique par semaine depuis plusieurs mois. Puis ça m'a permis de repartir la machine, puis de commencer, puis de travailler un autre livre. Je suis en train d'écrire, j'ai un manuscrit qui est à peu près aux 2/3. Complètement autre chose, c'est pas de l'ambulance, pas en tout, c'est de la science-fiction. Ouais. Un genre de petite fable morale, quelque chose de très cool, je pense. J'espère pouvoir le finir avant la fin de l'été. Écoute, qu'est-ce que je fais aussi? Je m'enligne pour une formation de contrôleur aérien. J'ai passé plusieurs étapes dans les derniers mois. Ça a super bien été. C'est les tests les plus difficiles que j'ai faits de ma vie, honnêtement. Là, c'était quelque chose. J'ai eu une offre de formation pour cet hiver. Fait qu'il me reste d'autres choses à passer, médicales, puis tout ça, mais écoute, le gros est fait, puis c'est un méchant beau challenge. J'ai 41 ans, je me réoriente dans un autre domaine. Comme ma blonde qui est paramédic puis qui est agente de bord depuis presque 3 ans. Elle me lancer l'idée à la fin de l'année passée et puis, écoute, ils embauchent. Ils sont en pénurie, eux autres aussi. C'est un métier ultra stressant, il paraît, mais regarde, je viens pas d'un milieu tranquille, puis j'ai aimé ça, driver là-dedans. Fait que je pense que je serai à ma place. Sinon, ça fait 2 ans que je fais un bac en traduction à temps partiel. Je vais probablement le continuer cet automne. C'est vers ça que je m'alignais, mais là, contrôleur aérien est rentré. Fait que je devrais le continuer cet automne, mais après ça, si je rentre dans la formation, je ne pourrais pas faire les deux, c'est clair. Puis des petits job-ins, j'ai fait un peu de terrassement cet été, aménagement paysager. Écoute, je travaille dehors, j'ai pas de stress, je peux manger, je peux boire un Gatorade quand j'ai le temps, je finis à l'heure. T'es pas shapé pour ça 5 secondes? Non. Ah, c'est top. Physiquement, c'est top. Tu sais, je suis quand même en bonne forme, là. Je me le cacherai pas. Les 15 années que j'ai passées sur l'ambulance, je te dirais que ça m'a usé plus que je pensais. OK. Ouais, les journées, les chiffres d'aménagement, là, le soir, je suis brûlé, puis j'ai mal partout, puis ça dure une couple de jours, puis je dis, OK. J'ai beau être en forme, puis faire attention, m'entraîner, m'étirer, ça. Il y a un prix à ça. Il y a un prix à ces années-là. Martin, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour m'accorder une entrevue parce que tu as une vie comme n'importe qui d'autre, puis tu as pu dire ça me tente pas. Ça fait plaisir, Dom. Merci d'avoir pensé à moi, puis garde anytime. Merci beaucoup. Puis tout le monde, n'oubliez pas le livre de Martin, Un dernier tour d'ambulance, récit d'un paramédic. Achetez-le. Je dis pas achetez-le pour lécher l'arrêt à Martin puis l'encourager puis lui donner de l'argent. Il y a ça, oui. J'aimerais ça lécher l'arrêt, mais... Ça va être une autre émission de CISM. Là, tu viendras. Oui, incessamment. Mais pour comprendre, j'ai vraiment plus la même vision. J'ai appris beaucoup de choses. N'oubliez pas, c'est eux autres qui sont en haut d'entonnoir, puis je dirais pas que c'est eux autres qui sont les plus... qui font le plus pitié, je sais pas. Non. Mais dans ma tête, ils font partie de la gang. C'est difficile. Puis, c'est eux autres qui vont... En finissant, Dom, je te lance ça. Mon éditeur avait envoyé une copie à François Legault et à Christian Dubé peu après la sortie, un peu plus qu'1 an, et ils n'ont jamais eu de retour. On ne sait pas s'ils l'ont lu. Puis s'ils l'ont lu, je suis convaincu qu'ils n'en parleront jamais parce qu'écoute, ça serait de dire qu'ils sont au courant
de la situation. C'est clair. Ouais. Mesdames et messieurs, Martin Viault, s'il vous plaît. C'est ça ici, oui. Arrête. Arrêtez, le Martin est gêné. Oui. Pas habitué. Puis, oui, je voulais dire, si vous êtes trop lâche pour lire comme moi, il y a la version audiobook racontée par monsieur l'acteur comédien Patrice Godin. Oui, très bon, puis c'est une façon de lire. Écoute, en audiobook, c'est long, mais 6 à 7 heures. Ouais. Tu mets ça dans l'auto au lieu de la musique criarde, là, ça relaxe. En même temps, quand tu es dans le trafic, tu fais comme OK. Puis tu apprends des choses. Je vous le dis, vous allez apprendre des affaires que vous n'étiez même pas au courant que ça existait. Sur ce, merci encore, Martin. Très apprécié. Puis on se revoit sûrement à un moment donné chez les Pénibles. Chaque mardi, 21h30 sur CISM 89.3 FM. Manquez pas ça, parce que sinon, je vous bloque. C'est même pas fini. Merci beaucoup, Martin. C'est rien.